parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Vous êtes également sur Espace TV. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs, en direct du côté de Sonfonia, il faut le rappeler. Le monde des universités bouge d'un pas pressant, il faut le dire, sur les programmes, l'encadrement, l'infrastructure ou encore sur l'équipement. L'université guinéenne doit choisir entre s'adapter ou disparaître. Or, les choses ne sont pas plus simples malgré donc de grandes réformes structurelles, une volonté politique clairement affichée. Il reste attendu des acteurs plus d'efforts, notamment sur les allocations budgétaires, sur la qualité du personnel et de l'outil didactique, il faut le dire. Bref, sur tout ce qui fait de l'université une institution de renom. À travers donc ce safari immersif, nous vous proposons, mesdames et messieurs, cette émission spéciale. Quelle est donc l'offre de formation de l'université guinéenne? À quel obstacle sur l'action se bute-t-elle? Nous essayons de comprendre ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Avec vous jusqu'au port de midi, Tamba Zakari Minimono, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. 57,28 hectares, 26 600 étudiants pour l'année en cours, 660 personnels enseignants et non enseignants. Nous sommes à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, créée par arrêté du 26 janvier 2005. De Sonfonia Conakry anime autour de 4 facultés les sciences dites des humanités, à l'ère des innovations scientifiques et de l'émulation universitaire, interuniversitaire. Des allocations budgétaires associées à d'autres facteurs limitants affectent gravement les capacités de l'université à répondre aux attentes aussi bien des apprenants que des encadreurs. Et les défis semblent être restés les mêmes malgré la succession de recteurs à la tête de l'institution. Point sur la gouvernance globale de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia avec le recteur, professeur Manga Keita. Il sera avec nous sur ce plateau. À l'Université Générale Lansana Conté, ce sont au total, je le disais, 20 600 étudiants qui se disputent avec les encadreurs les quelques salles de classe éparpillées sur la vaste plaine de l'université. Les conditions d'apprentissage et d'enseignement ne sont pas des plus louables pour eux. Des salaires de lance-roquettes pour les enseignants, des pécules pédiatriques pour les étudiants, une bonne pépinière pour nourrir la fraude et l'échec académique, nous le disons. Et c'est sans compter une infrastructure au rabais et un service de la scolarité toujours mis à l'index. Pour parler de ces questions, nous recevrons sur ce plateau tour à tour Mariama Lamarana Diallo. Elle est présidente du Conseil général des étudiants de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Nous recevrons Abdoulaye Bodieba, il est enseignant-chercheur, et docteur Aïssata Madi Kamara, directeur de la scolarité. Puis, nous enchaînerons l'Université de Sonfonia qui totalise 16 programmes de licence, 17 programmes de master, 2 écoles doctorales et 2 laboratoires de recherche auxquels participent un peu plus de 20 000 apprenants. C'est donc, du point de vue statistique, une des plus grandes institutions d'enseignement supérieur du pays. Elle s'ouvre au monde des études à travers une pluralité de partenariats et de programmes aussi bien africains qu'internationaux. Mais au plan local, les défis liés à la qualification du système d'apprentissage LMD, à l'infrastructure, à la qualification des encadreurs et à l'adéquation entre les contenus des apprentissages et les besoins du marché de l'emploi continuent d'être un casse-tête entier. Pour parler des études à l'Université de Sonfonia, nous recevrons ici le vice-recteur chargé des études, professeur Momoya Sila. Il est notre invité, vous l'entendrez mon cher Jacques. La recherche et l'innovation ne sont pas mieux servies, nonobstant un démembrement du rectorat entièrement dédié, l'établissement et l'opérationnalisation de programmes viables, loin d'une tartine à couper, s'aggravent davantage du fait de l'amincissement des ressources, aussi bien dans le champ de la recherche fondamentale que de la recherche appliquée. L'insuffisance de laboratoires et de champs d'expérimentation deviennent des goulots insurmontables. Comment s'anime la recherche et l'innovation à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia? Docteur Gbagbo Onivogui, vice-recteur
directeur chargé de la recherche, sera sur notre plateau. Et puis, comment se portent les études avancées à l'université? À quelle spécialité se destinent-elles? Sont-elles suffisamment outillées de ressources pour viabiliser ces programmes de haute volée scientifique? En effet, depuis quelques petites saisons, l'Université de Sonfonia compte 2 écoles doctorales et 2 laboratoires de recherche qui se sont installés Kainkaya au fil des années et des promotions. Professeur Ningilande Diallo, directeur du service des études avancées, sera également sur notre plateau. Et puis, nous terminerons par, bien entendu, la coopération et avec les entreprises. Faut-il par ailleurs le noter, la coopération universitaire et les relations extérieures connaissent depuis quelques années un véritable regain d'enthousiasme à Sonfonia. L'ouverture au plan de la coopération universitaire sur un peu plus de 50 partenariats locaux, africains et internationaux offre des meilleures opportunités de mutualisation à l'université. À cela s'ajoutent des programmes de partenariat en essor avec les entreprises de la place. Quels sont les acquis et quels sont les points de blocage? Issa Samayasila et Luceni Keita, respectivement chargés de la coopération universitaire et des relations avec les entreprises, seront sur ce plateau. Lamine Girassi. Merci beaucoup, Jacques Lewaleno. Merci à vous qui nous recevez à l'international. Je vous le rappelle, mesdames et messieurs, vous pouvez réagir en direct dans cette émission. Soit vous partez sur Twitter, le hashtag espace GG. Sinon, le numéro de téléphone, ça s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous souhaitez interagir, évidemment, à partir de 10h, avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Les grandes gueules tours des facs avec vous jusqu'au port de midi. Avec vous, Antoine Kourouma, à qui je dis bonjour. Bonjour à Sonfonia, où j'ai fait ma formation universitaire. Je suis fier d'être là, je vois du changement dans l'amphithéâtre. Merci à vous étudiants, merci à vous responsables de l'université. On est content d'être ici. Sujet à brosser, mon cher Tamba, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Du nouveau du côté de MRTD. Absolument, mon cher Lamine. Je veux commencer par dire que comme Antoine, nous on était là quand il y avait encore des serpents dans la cour. Mais bon, aujourd'hui ils ont beaucoup de chance avec ces très beaux édifices. Mais on verra sur tous les autres aspects s'il en est de même. Les politiques l'ont appelé de tous leurs voeux, cette rencontre avec le MATD, où peut-être à quelques différences près, les leaders politiques ont demandé un cadre de concertation et avoir les réactions aujourd'hui après cette invite du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui, il faut le souligner, constitue la tutelle institutionnelle des partis politiques en République de Guinée. Tout porte à croire ce matin que l'intention des leaders politiques, c'est plus d'avoir un cadre de concertation autre que celui que peut offrir de manière naturelle, de manière ordinaire, le ministère de l'administration du territoire. De quoi est-ce que cela retourne? Alors, depuis quelque temps, le débat est bien logique, le débat bien fondé de la nécessité d'aller à un cadre qui s'anime autour des principaux enjeux de la transition est posé. Les leaders politiques demandent notamment un cadre inclusif où leur avis peut être exprimé, où leur avis peut être pris en compte par les autorités qui ne se sont pas souvent bougées, il faut le dire. Et d'ailleurs, sur notre plateau, on n'a pas eu de cesse de demander au ministre de l'administration du territoire, Mori Kondé, qui aime bien les photos, on lui a demandé de faire quand même l'effort de créer à l'intérieur de son département les possibilités, ne serait-ce que par planification, pour les leaders politiques et l'État guinéen de se rencontrer et de discuter sur l'enjeu, sur, si vous voulez, la direction que l'on souhaite donner à la transition guinéenne. Et il y a plusieurs éléments à l'intérieur. Le premier élément, c'est celui de la liste des membres du CNRD. Qui compose le CNRD? L'enjeu étant de pouvoir mettre un visage sur chacun, un nom sur chacun, oui. Et éventuellement, s'il y a des risques, on se rappelle sous le CNDD, lorsqu'il y a des risques, on sait qui a été en charge de quoi. Et c'est tout l'enjeu de cette démarche. Qui fait quoi au sein du CNRD? Comme ça, si ça pète ou si ça va bien, on saura qui a été responsable de quoi. Premier enjeu. Deuxième enjeu, celui de la durée de la transition. Vous savez que la CEDEAO a demandé 6 mois. Des partis politiques comme l'UFDG et l'ANAD ont demandé 15 mois de durée de transition. D'autres ont parlé de 2 ans. Et puis plus loin, aujourd'hui, grâce aux consultations, on entend des gens qui vous disent 18 mois de transition, 24 mois de transition, 3 ans tout au plus.
Et donc l'enjeu étant de délimiter la transition dans le temps. Ça prendra combien de temps? Faire un peu comme le Mali ou le Burkina, qui est aujourd'hui à 3 ans de transition. Mais au-delà de cela, la définition d'une institution qui sera en charge, donc d'un organe qui soit en charge des élections. Est-ce un organe de type mixte ou de type totalement indépendant de l'administration centrale, comme nous avions avec le cas avec la CENI, ou est-ce nous allons organiser des élections par le moyen du MATD? Oui. Autre question à devoir poser. Mais à l'intérieur des lois et du code électoral, qu'est-ce que l'on attend finalement? Et c'est sans parler de la Constitution, dont la définition aujourd'hui pose de véritables problèmes. Est-ce que les leaders politiques accepteront d'aller à cette main tendue, parce qu'il s'agit d'une main tendue, ou exigeront-ils un autre cadre de concertation où il y aurait, comme ils l'ont demandé, un médiateur indépendant, donc émanant du système des Nations Unies, ou est-ce qu'ils voudront accepter tout simplement une planification interne au MATD où il n'y aurait pas d'autre cadre, où l'influence serait plus ou moins amenuisée? Alors on attendra de savoir ce qu'il en est. L'UFDG, principal parti de position, n'a pas encore tranché là-dessus. Qu'est-ce que l'UFR répond à cela, qui y voit déjà des manœuvres dilatoires? C'est le cadre du G6 également. J'ai envie de dire que la crise, on ne va pas l'éviter. On va pas l'éviter. Voilà. Allez-y, mon cher Antoine. L'histoire retiendra qu'il a fallu qu'il y ait de la pression pour que Mori Kondé se rende compte enfin qu'il fallait qu'il engage les dialogues, les pourparlers avec les partis politiques. Ce qu'il faut retenir clairement, et je l'ai toujours dit, il ne suffit pas d'être spécialiste des ONG pour être ministre de la République, parce qu'on a pris un ténor, quelqu'un qui s'y connaît bien dans la conduite des ONG, pour en faire un ministre de la décentralisation. Je l'ai dit et je le réitère, ce n'est pas son profil. Okay. Ce ministre, le débat tel qu'engagé, il a échoué. Soyons clairs, le débat tel qu'il est amorcé ne pourra pas nous satisfaire. Pourquoi? Je dis une chose. Premièrement, le ministre n'a pas fait de son plein gré. On l'y a forcé. Il a fallu que les partis politiques sortent un mémorandum, que la presse mette la pression, que la population, par moment, s'impatiente pour que le ministre se rende compte finalement que c'est à lui d'engager le dialogue. À ce niveau, je me dis qu'il ne fait rien qui soit intentionnel, qui soit volontaire. Tout ce qu'il fait, on le lui a imposé. Et à mon avis, Lamine, ce n'est pas gagné d'avance. Et la plupart des éléments contenus dans ce mémorandum des partis politiques, on l'a dit, quelques-uns sont pertinents. Mais la plupart des éléments qui sont dedans, pour moi, ne valent pas la peine. Et au regard de ce que j'entends et de ce que je vois, il y a des partis politiques, non des moindres, qui ne sont pas signataires de ce mémorandum. On a cité le PDN, on a cité le parti de Ousmane Kaba, on a cité d'autres partis politiques, le bloc libéral de Faya Milimono. Vous constatez qu'il y a une certaine division au sein de la classe politique. C'est une deuxième chose. Troisièmement, Lamine, on a écouté celui d'Alain Diallo sur RFI et France 24. Il a clairement indiqué qu'il y a une crise de confiance qui est née entre les autorités actuelles et la classe politique. Il leur faut un médiateur étranger, notamment de la CEDEAO. Lorsque des opposants ou des partis politiques réclament une médiation étrangère, cela signifie que tout débat qu'on va engager à l'interne, localement, ne peut pas aboutir parce que déjà, il y a une barrière, il y a un mur qui est créé entre les différentes entités. Donc, je ne crois pas que ce débat tel qu'il est amorcé va aboutir. Je n'y crois pas du tout parce que Mori est plus spécialiste de Facebook que de son travail parce qu'il ne fait, il ne fait pas grand chose. Je l'incite, non, sincèrement, je l'encourage. C'est pas un débat de personne. C'est pas un débat de personne. J'incite. Mon cher Antoine. C'est pas un débat de personne. Je parle du ministre Mori Kondé. J'ai bien compris. Je ne parle pas de Mori Kondé, de Agile, ni de Mori Kondé. Là n'est pas la question. Je parle de famille. Je parle de Mori Kondé, le ministre de la décentralisation, qui est plus présent sur Facebook que son travail. Je l'incite, je l'encourage à anticiper les choses, à être proactif, à éviter que chaque fois on lui rappelle c'est quoi son travail. Parce que pour moi, sa fonction, c'est à la présidence, non à ce département. Merci beaucoup, mon cher Antoine. Madame Yoro nous a rejoint. Bonjour, madame, et bienvenue. Hello, welcome. Thank you. On parle anglais un peu? Ah, voilà. Avec Lamine. Américanisé, ouais. Non, mais avec Lamine, j'aimerais bien parler anglais. Comment ça va ce matin, madame? Ça va, Dieu merci. Bienvenue. Je suis très heureuse de retrouver toute l'équipe, de retrouver cette belle salle avec tous ces
toutes ces personnalités invitées ici, mais aussi ces charmants étudiants pour cette belle émission, je suppose, qui peut aider à faire connaître beaucoup de choses au sein de l'université. Je suis très heureuse d'être là. Vous m'avez beaucoup manqué. Beaucoup. Merci beaucoup. Nous aussi, d'ailleurs. Hein, voilà. Allez, Jacques, on parle de l'actualité. Hein, Antoine, qui se focalise sur la personne de Mori Doumbouya. Voilà. Mori Condé. Voilà, c'est bien cela. Voilà. Il y a quand même deux éléments qui ressortent clairement de cette actualité. Oui. Vous avez d'une part, et il faut avoir le courage de le dire, la bonne foi des partis politiques et la réaction, parce que le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et tout le gouvernement sont dans la réaction. Parce qu'ils ont attendu que finalement qu'il y ait cette déclaration de 58 pour que derrière on puisse sortir deux messages. Le premier, c'est de dire on va aller au dialogue et que pour cela, il y a un processus à finaliser. Sauf que lorsqu'on dit qu'on finalise un processus ou la mise en place d'un cadre de dialogue, il faut bien qu'on sache d'où on est parti. Oui. Parce que, à ma foi, rien n'a encore été entamé dans ce cadre qui puisse permettre, n'est-ce pas, de rapprocher les partis politiques du gouvernement pour pouvoir discuter des questions essentielles de la transition. Nous l'avons dit dès le départ et Mori Condé est resté silencieux. Il a fallu que les 58 sortent la déclaration pour qu'on parle de la nécessité d'aller, n'est-ce pas, à ce cadre de dialogue. Et l'autre chose, l'autre message donc qui est sorti, c'est de parler, n'est-ce pas, des assises nationales. Tout ceci montre clairement qu'il n'y a pas de... Volonté ? Non, même pas de volonté, mais c'est comme s'il n'y a pas de sérénité. Il n'y a pas de sérénité ni au niveau du CNRD, qui est l'organe de décision, ni au niveau du gouvernement. Donc il suffit tout simplement que les partis politiques se fassent entendre et automatiquement, on va sortir un message derrière. Donc les 58 se sont retrouvés quand même hier pour parler de l'actualité. Ils nous ont montré une bonne foi. Bon... Je peux même aller jusqu'au bout parce que sur les 58... L'UFDG, l'UFR et les micro-partis. C'est des partis politiques. C'est des partis politiques. Donc 58, vous avez effectivement deux qui n'ont pas signé. Et puis après la déclaration d'hier, parce que l'idée qui a jailli hier, c'est de dire nous répondons à l'invitation du ministre de l'administration du territoire, puisque ce sont des coalitions qui ont été invitées. Donc c'est les coalitions qui désigneront les représentants. Ce ne sont pas les 58 qui désigneront un représentant ou des représentants pour aller parler en leur nom. On sait qu'à l'intérieur, vous avez la CORED, vous avez l'ANAD, et principalement, ce sont les deux coalitions qui sont à l'intérieur. Et peut-être la coalition de Souma de GDE. Mais également... l'UFR, puisque l'UFR a signé, et ça, là-bas, je crois que c'est le FPP. Vous avez donc quelques éléments du FPP qui sont signataires de cette déclaration. Les coalitions vont répondre, et le message qu'on dit, c'est que vous répondez, mais vous ne dites rien au ministre. Vous l'écoutez, vous revenez, et après, on s'assoit, on échange, on adopte une position commune. Il y a que... à l'intérieur de ces 58, ou donc des 56, pour faire plaisir à Antoine, il y a un parti politique, c'est la GECI. Il y a Antoine, s'il te plaît. La GECI, donc, qui a estimé que c'est une erreur de vouloir répondre à une invitation de ce type, alors qu'on ne connaît pas les termes de référence, on ne connaît même pas l'ordre du jour. Parce que tout ce qui a été dit, qu'on va finaliser un processus. Et là, il faut insister là-dessus, le processus n'a pas été entamé. Donc, ce n'est pas un processus qu'on va finalisé, c'est un processus qu'on va tenter de démarrer, mais encore une fois, il faut qu'on se pose un certain nombre de questions. On connaît la volonté du gouvernement, c'est d'avoir le ministère de l'administration du territoire qui répond directement aux partis politiques sur toutes les questions, alors que pour les partis politiques, on veut avoir un cadre de dialogue permanent, comme ce fut le cas en 2008 et 2009-2010, au sein de quel cadre on trouvait les forces vives de la nation et les représentants du gouvernement. Donc la question d'achoppement réside à ce niveau. On va voir bien entendu ce qui va sortir de la rencontre du mardi. Mais la crise, il faut bien en convenir qu'elle est désormais là. Ouais. Bien, la crise est déjà là, évidemment. Jacques Liwa Leno. Nous sommes en direct du côté de l'université de Somfonia. Madame Hiro, vous avez suivi cette actualité aussi, hein? Et oui, j'ai suivi cette actualité, Lamine, mais en fait, le problème de la Guinée, c'est toujours d'attendre que les choses pourrissent pour essayer de trouver des solutions. Parce que je pense qu'à un moment donné, à chaque fois, on avait demandé au départ qu'il y ait ce cadre de dialogue. On ne devrait pas attendre qu'il y ait, comme on appelle, cette volonté de prendre la rue, parce que c'est toujours la pression qui donne des résultats dans notre pays. Alors que
dans le cours normal des choses, on devrait faire en sorte qu'il y ait des échanges entre les deux camps. On le disait au départ, il n'y a pas d'opposition. Mais on est en train de faire en sorte qu'il y ait une opposition. Parce que quand ceux qui sont sur le trône ne donnent pas la possibilité à ceux qui sont dans la compétition, je veux dire, de voir clair dans la voie à suivre, c'est forcément le fer qui sera croisé et il y aura des oppositions. Et le mieux serait qu'on ait vraiment un véritable cadre de dialogue, un cadre d'échange, qu'on sache vers où on veut aller. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on fasse, on a dépassé le cap des 6 mois pratiquement. Et c'est un peu compliqué qu'on ne sache pas on ne connaît pas la direction du bateau. Parce que jusqu'à présent, on ne connaît pas le temps que va prendre la transition. Jusqu'à présent, c'est un peu compliqué. Tout est flou, même si nous savons que oui, les membres du CNT sont partis à l'intérieur pour étudier les besoins des Guinéens, pour savoir de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on peut mettre, par exemple, dans la nouvelle constitution. Je peux comprendre tout ça, mais le pont ne devrait pas être coupé. Il faudrait qu'il y ait des échanges, qu'on sache qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'on veut aller. Parce que même si nous savons que cette classe politique, quelquefois, elle ne nous donne pas satisfaction totalement, parce qu'il y a des choses qui se passent qui laissent vraiment à désirer, mais il ne faut pas couper les ponts. Il faut échanger, il faut créer ce cadre-là pour que les uns et les autres puissent se comprendre et sachent vers où ce pays va, vers où mener la direction du bateau, parce que là, les Guinéens sont complètement perdus. Jusqu'à ce que le CNT nous dise, par exemple, combien de temps pour apprendre cette transition, on ne sait pas vers où on va. Ouais, et c'est carrément compliqué. Quelle offre de formation de l'université guinéenne, des questions posées ce matin, mesdames et messieurs, chez les GG sur Radio Espace. Quel obstacle leur action se bute-t-elle? Nous allons avoir évidemment des responsables dans notre émission ce matin. Nous sommes en direct de Symphonia. Merci de nous rejoindre sur Espace. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous. En direct de Symphonia, mesdames et messieurs, avec les étudiants, merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. Continuez à réagir, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous regardez sur Espace TV, le 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également sur Twitter, le hashtag Espace GG. Avec plaisir, un peu plus tard, sur le coup de 10 heures, nous allons prendre en compte vos messages. Dans cette émission, les GG sur notre antenne. On parle de chiffres ce matin, mon cher Tamba. On parle de chiffres ce matin, nous vous le disions. L'université de Symphonia, l'université générale Lansana Conté de Symphonia est installée sur un peu plus de 57 hectares, avec seulement, tenez-vous bien, avec seulement entre 11 et 12 hectares bâtis. Tout le reste, et comme vous voyez, c'est désertique, c'est le Sahara. Et donc, on se pose des questions ce matin avec monsieur le recteur qui s'est déjà installé. On saura ce qu'il en est. Au-delà de cela, on abordera les questions de budget. Parce que ce sera intéressant de savoir quelle est l'ampleur des allocations budgétaires accordées à l'Université générale Lansana Conté de Symphonia, mais quels sont les efforts de mobilisation de ressources internes, notamment en termes de frais d'inscription, et comment tout ceci est utilisé au sein de cette université. Il y a d'autres services autour, notamment administratifs. Il y a des services communs d'accompagnement de l'université. C'est comme le restaurant universitaire où nous, on mangeait une fois par an. On va voir comment les étudiants ils se débrouillent pour y manger. D'ailleurs, ça n'existe plus. Le recteur va nous expliquer ce qu'il en est. Bien. Au plan infrastructurel aussi, c'est plus une université qui s'étend plutôt qu'une qui aurait pu monter dans les airs. On va voir où est-ce qu'on en est avec le projet de campus universitaire qui nous a été présenté ici en 2009. Qu'est-ce qu'il est devenu? Quelle est la qualification qu'on apporte notamment au laboratoire et aux autres questions? Beaucoup de questions ce matin à devoir aborder, notamment avec le recteur et avec d'autres. Justement, on y va en image à l'instant sur Espace TV avec les drones de Steve Le Guinéen camarade. Diba Milimono, bonjour Diba. Bonjour Lamine. Bienvenue. Merci, voilà. Bonjour. Ça fait quoi d'être là Diba? C'est un plaisir d'être là parce que c'est un foyer incandescent du savoir. C'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Et donc pour moi, c'est un plaisir d'être là parce que je me rappelle un peu de mon passage à l'université avec tous ces étudiants. Alors moi, j'avais juste voulu, peut-être, je me posais une question légitime ce matin. Oui. Est-ce que cette université a un bureau des étudiants? C'est la question là que je me pose parce que après le débat ici, c'est la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est de savoir est-ce qu'ils ont des représentants, parce que c'est eux l'interface entre le rectorat justement et tout, parce que s'il n'y a pas de bureau des étudiants, comme dans certaines universités, on refuse aujourd'hui de mettre en place ce bureau.
ça devient compliqué. Mais bien avant de poser la question à monsieur, moi ce matin je suis venu en retard parce que je suis tombé sur une manifestation Lamine au niveau de Foulamadina. Est-ce que si la régie elle est prête, si on peut voir ces images? Alors c'est un monsieur qui aurait trouvé la mort à la maison centrale. Donc on l'accuserait d'avoir dérobé de l'argent dans une famille. Et après recoupement de l'information, il se trouve qu'ils se sont trompés de personne. Et malheureusement, ça relance le débat un peu sur le rôle de la justice au sein d'un état de droit. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que lorsqu'on a des personnes qu'on laisse devant les juridictions, il faut s'assurer de leur identité. Parce que l'acte qu'on a posé ce matin, tout le quartier est sorti, les femmes, les jeunes, ils ont barricadé les voies. Les conséquences de tout cela, ce sont les fonctionnaires qui ne peuvent pas aller travailler, malheureusement, et ces étudiants qui veulent rallier l'université pour venir non seulement pour la formation, mais pouvoir suivre cette émission, ne pourront pas être là soit ce matin ou à temps. Donc je pense qu'il faut que l'État, qui est en fait le détenteur de ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime, se fasse respecter. Mais au même moment, il faut que ces instruments juridiques que l'État met en place, que ces instruments puissent jouer un rôle pour ne pas qu'il y ait un effet feedback. Parce que ce qui se passe aujourd'hui ici, ça se passe sur d'autres axes. Ça veut dire tout simplement que le citoyen, ne sachant pas où aller se plaindre, aujourd'hui est en train de s'exprimer dans la rue, et ça a des conséquences malheureusement pour tous ces étudiants qui ne pourront pas être là. Moi, j'ai laissé ma voiture pour faire le reste, et j'ai pris une moto, mais ceux qui ne pourront pas traverser, parce que seul mon badge m'a permis d'être là, on ne permet pas la circulation des personnes, et malheureusement, ce n'est pas bien ce qui est en train de se passer ce matin. Justement, voilà. Merci beaucoup. Allez, complément d'info, Antoine. Faux, c'est que celui qui est décédé, je le connaissais bien. C'est un dossier que je maîtrise parce qu'il a été accusé pour un premier temps de vol, ensuite de viol. Le plaignant, se rendant compte qu'on allait libérer le jeune pour on va délit non quelques images à l'instant constitué. T. Justement, il a été maintenu en prison pour cas de viol non constitué. Depuis 2019, il est en détention. C'est un enseignant de profession. On l'a mis en prison sans jugement. Au bout de 3 ans, on apprend ce matin qu'il est décédé. J'ai été choqué d'apprendre la nouvelle. Et à ce niveau, je ne plains personne d'autre que la justice. C'est dans ce pays que pour un vol d'œuf, on passe des années en prison sans jugement. Vous y trouvez la mort. Pour un vol d'aiguilles, vous y passez des années sans jugement. Il y a des personnes qui volent des bœufs, des éléphants, voire même des montagnes dans ce pays, qui sont libres de leur mouvement, qu'on n'inquiète pas. De jour en jour, on parle de dossiers faramineux, de montants détournés. Les personnes à l'origine de cela sont libres de leur mouvement, mais des innocents croupissent en prison sans jugement. Et la mort de Roy, c'est son nom, la mort de Roy ce matin m'offusque, je suis très en colère contre la justice guinéenne qui apparemment n'a pas changé de méthode. On nous a promis, quand ils sont arrivés avec la rencontre avec Doumbouya au Palais du Peuple, ils ont fait le mea culpa. Ils ont dit que c'est Alpha Condé qui nous empêchait de faire notre travail. À l'époque, on était empêchés d'agir. Mais ça fait 6 mois que le CNRD est là. Je me rends compte qu'il y a des personnes en prison. Notre justice qui a pris l'engagement avec le CNRD d'agir différemment désormais, fait dans le spectacle. Fait dans le spectacle. Et je me dis qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Jusque-là, la justice a encore la peau dure. Rien n'a changé. Parce que la mort de cet homme-là, beaucoup d'autres, dans ce même cas, sont en prison à la maison centrale, même à l'intérieur du pays, complices en prison pour rien du tout. Et pour moi, il faut qu'on fasse lumière sur ça, qu'il ne meurt pas inutilement. J'espère que la famille sera dédommagée, parce qu'il a une fille qui va à l'école, il a une femme. Donc, le fait qu'on l'ait mis en prison sans raison véritable, il faut qu'on le dédommage, parce que là, je comprends la colère des jeunes dans le quartier, ils ont raison de manifester, parce qu'on a une justice à double vitesse qui accorde des privilèges à des personnes qui ont les moyens. Bien, merci beaucoup mon cher Antoine Kourouma. Le recteur de l'université de Sophonia nous a rejoint sur ce plateau, mon cher Jacques Léwa Leno. Monsieur le recteur, bonjour. Oui, vous prenez. Bonjour monsieur le recteur. Bonjour monsieur. Bienvenue donc à cette émission devant vos étudiants. Merci. Vous avez pris fonction il n'y a pas longtemps. Il y a un autre qui était là. Oui. J'aimerais bien vous entendre sur le sentiment, l'état d'esprit avec lequel vous avez accepté d'assumer cette fonction importante dans l'enseignement dans notre pays, mais surtout au niveau de l'enseignement supérieur. Avec quel état d'esprit vous avez pris les rênes de l'université de Sonfonia? Je vous remercie vivement. Et avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord adresser mes remerciements à Dafo Média pour une première fois, dans l'occasion à l'université de Sonfonia de
dire un peu ce qui se fait ici, comment on le fait et éventuellement quels sont les résultats déjà palpables, visibles qu'on peut montrer. Alors, merci pour merci pour à cela. vous, monsieur le recteur. Autre question. Oui. Je suis venu à la tête de l'université de Somfonia le 21 juillet 2021 par le décret 235 du chef de l'État. J'ai été installé le 29 juillet. Alors depuis le 29 juillet 2021, nous sommes effectivement à la tête de cette institution. En venant à la tête de cette institution, heureusement pour nous, nous ne sommes pas venus d'ailleurs. On était ici déjà. Et puisqu'on était là déjà, nous... Et quand j'ai parlé d'état d'esprit, parce que ça c'était connu, l'université traversait une crise, si vous voulez, institutionnelle, liée à beaucoup d'autres choses. L'histoire de coffre-fort. Mais il y a également des enseignants qui se plaignaient. Malheureusement, Koreba est parti avec le coffre-fort. Vous permettez que le recteur puisse intervenir? Alors, ça l'a fait partir. Alors, monsieur le recteur, vous arrivez à la tête d'une telle université. Est-ce que quelque part vous vous êtes dit, je me suis mis dans les problèmes? Je suis venu à la tête de cette institution avec la détermination d'affronter des problèmes. Ouais. Il y avait de la suspicion ici. Justement, mais dans quel état d'esprit on prend fonction quand il y a des suspicions? Comment rassurer vos collaborateurs et surtout les étudiants? Nous venons avec l'idée de rassembler. Nous venons avec l'idée d'écouter. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Parce qu'à notre installation, nous avons été d'ailleurs très imprudents. On a fait appel aux structures au niveau des facultés pour comprendre un peu leurs problèmes. Le problème était tel que pendant qu'ils étaient en train de les raconter, je prenais un peu peur. Parce que la solution à ces problèmes n'était pas tout de suite dans mes mains. Moi, je veux. Mais je veux, professeur. On va arriver au problème tout à l'heure. D'accord. Mais, bon, Jacques a posé la question de l'état d'esprit dans lequel vous avez pris fonction, on le comprend. Mais, alors, moi, je vous pose une question bien simple pour commencer. Comment s'appelle votre université à date? Parce que l'arrêté de création que nous avons en main, l'arrêté de création dit que c'est l'Université des sciences humaines, juridiques, économiques de Somfonia à Conakry. À quel moment est-ce qu'on l'appelle l'Université Générale Lansana Conté de Somfonia? Est-ce qu'il y a un acte? Est-ce que vous n'avez pas une carte d'identité incomplète, monsieur le recteur? Vous posez un problème de fond, en fait. Réellement, une institution d'enseignement supérieur n'est pas agréée par un arrêté. Ce n'est en principe pas un arrêté qui devait créer l'Université de Somfonia. Mais ce fut le cas et ça nous suit jusque maintenant. Dans nos coopérations, dans nos relations, on n'accepte pas le nom Université des lettres et sciences humaines. On ne l'accepte pas. Encore, et d'ailleurs, c'est ce qui passe d'ailleurs. Entre-temps, le nom Université Générale Lansana Conté est venu se superposer, mais venu de nulle part. Venu comment, justement? Comment le nom est venu? Le nom, bon, peut-être que c'est... Non, vous n'allez pas faire ça. Vous n'allez pas faire ça, monsieur le recteur. Vous savez d'où c'est venu. Vous savez d'où c'est venu. Non, mais c'est vrai. Non, mais certainement, il n'a pas... Vous étiez là? Non, il sait d'où c'est venu. Non. De toutes les façons. Oui. L'université de Somfonia est devenue Université Générale Lansana Conté quand moi-même, je n'étais même pas à Conakry. J'étais à l'université de Kankan. D'accord. Mais à l'époque, le PIP était le tout fort dans ce pays. Et une façon de faire plaisir au pouvoir d'alors, le nom est venu comme ça, du ciel. On ne sait pas. Non, il n'est pas venu du ciel. Si. Non, vous allez nous le confirmer. Non, vous savez, Dieu n'a rien à voir avec ça. Non, mais attendez, laissez s'expliquer, je suis désolé. Oui, mais je veux connaître mais ça ne vient pas du ciel. Mais non, mais attendez. Monsieur le recteur, il ne va pas inventer nous apprenons qu'il s'agit d'un acte du recteur d'alors. Qui, non, avant Mamadi Kourma,
qui a pris la décision, qui aurait pris la décision de faire baptiser l'Université des Lettres, enfin sciences humaines et tout, de la faire baptiser Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Premièrement, quel était ce recteur? Deuxièmement, qu'allez-vous faire pour nous, nous qui sommes sortis de votre université, avec des diplômes de licence, de maîtrise, où c'est écrit Université Générale Lansana Conté de Sonfonia? Ne serait-ce pas urgent d'engager une action en rectification de ce qui s'est passé? Pour trouver un décret. Oui. Justement. Ce que vous dites est un processus déjà engagé, mais qui n'a jamais abouti. Bien. Nous avons un autre problème qui va dans le même sens. C'est que l'Université de Sonfonia devait avoir un CA. Et puisque ce CA n'existe pas, nous sommes sérieusement bloqués dans nos coopérations, dans nos relations avec des partenaires sérieux. Personne ne peut nous croire avec les décisions d'un conseil d'université. Mais qui n'est pas habilité qu'est-ce qui empêche des décisions de ce niveau-là. Qu'est-ce qui empêche la mise en place du CA? Qu'est-ce qui bloque? À quel niveau cela bloque-t-il? Je voudrais que vous veniez avec nous à la recherche de la solution à ce problème. Bien. Pourquoi? Depuis que moi je suis là, l'université a fait des projets dans le sens de la mise en place d'un CA. Mais ces projets sont restés toujours dans les tiroirs. Micro. Bien. Toujours dans les tiroirs. Et aujourd'hui, nous avons des problèmes. Même quand on a une inspection, l'inspection commence par reconnaître que l'université de Sonfonia a des instances qui n'existent pas. Et ce qui expliquerait certainement des failles dans la gestion de l'université. Mais si le recteur s'exprime ainsi, je vais dire qu'il n'a pas raison. Parce que vous avez remplacé quelqu'un pour apporter des solutions. Il y avait des problèmes dans le temps. On a accusé Koreba de ne pas être efficace, son bilan n'étant pas correct. Et à l'époque, j'ai vu qu'il y avait un collectif d'enseignants qui a été créé, dirigé par M. Fahimba Mara, qui a passé son temps à dénoncer cela dans les médias et également dans les amphithéâtres. Finalement, Koreba est parti. Quand Manga Keïta vient, c'est pour des solutions. Absolument. Et lorsqu'on vous entend, on a l'impression que vous êtes incapable de trouver des solutions. On constate qu'il y a une certaine impuissance devant les problèmes que vous avez trouvés en place. Dites-nous, c'est quoi le souci véritable? C'est absolument loin de tout ça. Alors, prouvez-nous le contraire. Tout ça. Je suis prêt à vous montrer des actes que nous avons proposés et que nous avons soumis. Parce qu'on nous apprend que pour le départ de Koreba, il y a eu des manœuvres avec des professeurs d'université, y compris le nouveau recteur qui aurait joué des tours pour faire partie Koreba. Antoine. Mais si, c'est ce qu'on a appris, Lamine. Non, monsieur Antoine, là, je vais vous demander vos preuves. Non, c'est ce que nous apprenons, c'est à vous de me dire que c'est pas vrai. Non, mais Antoine, dites-nous clairement que ce n'est pas le cas. Puisque moi, je ne suis pas informé de ce que vous me dites, alors je suis obligé de vous renvoyer la balle pour dire que personnellement, je suis là depuis 2011. Ouais. La position de second... parce que Koreba dit qu'il a été accusé à tort pour le coffre-fort, par exemple. Oui. Il ne sait pas comment le coffre-fort s'est envolé de la scolarité à Koya, parce que c'est un coffre-fort assez élevé, d'un poids hyper lourd, qui est sorti par magie de l'université de Sonfonia et qui s'est retrouvé à Koya. Jusque-là, moi je m'attendais à votre arrivée à cette fonction, qu'il y ait lumière sur le cas du coffre-fort. Qu'on nous dise clairement ce qui s'est passé, comment un coffre-fort aussi puissant, aussi lourd peut disparaître sans qu'on ne sache comment. Donc, moi, je m'attendais à des solutions. Monsieur Antoine, s'il vous plaît, moi, je ne suis pas à la DPJ. Justement. Le problème est à la DPJ depuis. Oui. Alors, je pense qu'il n'y a pas de volonté, Antoine. Il n'y a aucune volonté, mais c'est pas un policier quand même. C'est un policier, mais c'est ce que je dis. Soyez d'accord avec moi que c'est pas... Dans quel état d'esprit pour ce manga? C'est une école publique. J'ai bien compris, Antoine. Permettez qu'on fasse lumière sur le coffre-fort. Le coffre-fort, Lamine, c'est banal pour vous, mais ailleurs c'est de l'inédit. Moi je n'ai jamais vu que dans une université ou même dans une entité quelconque, pour l'instant, un coffre-fort Lamine. Non mais Antoine, ce n'est pas un petit coffre-fort Lamine. J'ai bien compris. C'est un grand coffre-fort. J'ai bien compris. Qui a disparu. J'ai bien compris. Qui a disparu de l'université. Qu'est-ce qu'il dit le recteur? Avec le salaire des contractuels, il y avait des salaires dedans. Il y avait de l'argent à l'intérieur. Qui a disparu. Lorsqu'il y a une relève qui vient, il y a de nouvelles autorités, il serait important qu'on sache ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le coffre-fort disparaisse? Ce qui s'est passé, la réponse est dans les mains de la DPJ. Bien, c'est aussi simple que ça. Allez, dans quel état d'esprit, justement, on prend fonction avec toutes ces suspicions, vous avez dit tout à l'heure, tous ces problèmes? Mon état d'esprit, c'était un peu
la sérénité, Oui. le calme Comment pour faire aborder des problèmes que je connais déjà. Les grandes Justement, gueules. sur les problèmes, vous avez pris fonction il y a quelque temps, monsieur le recteur. Oui. Quel est l'état des lieux que vous avez dressé? Notamment au plan infrastructurel, je crois savoir que le tour des étudiants des groupes pédagogiques continue toujours. Absolument. Alors, quel est l'état des lieux? Mais quelles sont les solutions que vous avez proposées, que vous avez préconisées par rapport à ça? Et jusqu'à quand est-ce qu'on en sort? Donc, sur l'infrastructure, ça peut être une préoccupation. Sur l'énergie, nous savons qu'il n'y a toujours pas de source viable d'énergie. D'ailleurs, nous sommes sur un groupe électrogène là, parce qu'on n'était pas sûr qu'il n'y aurait pas eu de coupure. Quelle en est aujourd'hui la situation? Quelles solutions préconiser? Nous viendrons à d'autres questions tout à l'heure, notamment sur le budget, sur la santé et sur d'autres sujets encore. L'université de Sonfonia, avant la rentrée 2021-2022, comptait 36 salles de classe. Et ces 36 salles de classe étaient programmées dans un cadre de roulement 2 jours ou 3 jours par faculté. Alors, en 2021-2022, le premier conseil d'université a montré... Comme ça, s'il vous plaît, comme ça, voilà, parfait, allez-y. Le conseil a montré qu'il y a un bâtiment ici qui porte le nom de R+1, qui tanguait, qui balançait. Qui balançait? Ça oui, bien sûr. C'est bien. Attendez, non, c'est pour vous dire que le nombre d'étudiants qui étaient là était supérieur à la capacité d'accueil. Si bien que quand les étudiants en masse se déplacent, on a l'impression que le bâtiment bouge. Alors, quand ceci a été posé comme problème, le conseil d'université a tout de suite mis ce bâtiment à l'écart. Ce qui faisait moins 6 salles. Moins 6 salles, c'est près de 2000 étudiants. Mais qui l'a construit? Ce bâtiment-là? C'est un bâtiment éventail. C'est une autre question. Il semblerait que c'est une dame, à l'époque, je ne connais pas le nom, peut-être que ceux qui connaissent le nom sont dans la salle, qui aurait eu le marché. Mais elle était si puissante que pratiquement, je ne sais pas qui a fait le contrôle, le suivi de la construction. Et depuis, pratiquement, ce bâtiment est resté dénoncé. Et cette fois-ci, quand nous sommes arrivés et que ce problème s'est posé, nous nous sommes dit qu'il ne faut pas sacrifier la vie des étudiants. Il fallait complètement le mettre à l'écart. On a posé le problème au département. Le département nous a écoutés et a dégagé un fonds pour une intervention. L'intervention est actuellement en cours et est très avancée. Dans un mois, 20 jours, probablement, c'est une promesse qui a été tenue à la ministre qui vient de quitter ici vendredi. Alors, ce bâtiment va nous être livré. Bon, entre-temps, puisque vous parlez d'infrastructure, de façon très inopinée, nous avons reçu la visite ici du ministre du Transport. Il n'était pas venu pour Sonfonia, en fait. Il se promenait sur les rues pour voir un peu les besoins en voirie, dans les quartiers, dans la ville de Conakry. Entre-temps, il vient à l'université, il rentre, il a été frappé par le fait qu'à Sonfonia, il n'y a pas de route. Il est allé nous trouver au bureau pour dire non, je ne suis pas venu chez vous, mais en fait, ce que je viens de voir, c'est que l'université de Sonfonia est sans route. Et là, je vous promets que nous allons nous occuper de ça très rapidement. Et il a lancé un regard sur le stade. Il dit, mais c'est aussi un stade, il faut le revertir par du gazon synthétique. Alors, nous avons effectivement un problème de choses. Dans nos perspectives, nous avons déjà fait remonter nos priorités en termes d'infrastructure. Et ces priorités, apparemment, sont prises en compte par le pouvoir. Nous avons demandé 5 amphis. Je ne sais pas qui disait que l'université est en train de s'étaler au lieu de monter en hauteur. Alors, ces 5 amphis seront probablement en hauteur. Nous avons demandé une maison de la recherche. C'est quelque chose qui est retenu. Et il y a quelqu'un qui a parlé de cantine. Cette cantine est au programme. Les étudiants ne seront plus victimes d'accidents sur la route parce qu'ils ont besoin d'aller déjeuner ou manger à midi, des choses comme ça. Ils auront leur cantine à l'intérieur. Nous avons demandé une bibliothèque. Une cantine gratuite?
Où est-ce qu'ils vont payer? Je ne crois pas que ça soit une cantine gratuite. Parce je ne sais pas si la cantine gratuite reviendra de sitôt. Peut-être qu'elle reviendra, mais pas de sitôt. Alors, ici, ne m'engagez pas à monter la voie pour dire aux étudiants qu'ils auront une cantine gratuite. Non, pour le moment, ça ne sera pas gratuit, mais ça sera à la portée des étudiants. Monsieur en direct du côté de l'Université Générale Lansana Conté de Somfonia. Les grandes gueules avec vous, mesdames et messieurs. Nous allons revenir un peu plus tard, sur le coup de 10 heures. Vous allez continuer à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran sur Espace TV, sur Radio Espace. Les grandes gueules continuent. On revient à 10 heures. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV.